Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Raquel Garrido, incertitude, France 2 maintient son débat télévisé des candidats le 20 à 2 jours du premier tour. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon va y participer ? Mais Jean-Luc Mélenchon a développé des arguments qui ont d'ailleurs été repris par le CSA. Ce sont les suivants. Le 20 avril, c'est pas possible d'avoir un débat où des agressions, des boules puantes, voilà, des coups fourrés pourraient être lancés sans possibilité d'y répondre. Raquel Garrido, oui ou non ? Ah, bien sûr que non. C'est non. Bien sûr. Définitif. Bien sûr. J'ai reflété l'argument c'est trop risqué, pour que les auditeurs comprennent. La réponse, c'est non, il n'ira pas. Mais pourquoi voulez-vous qu'il ait changé d'avis vu que France Télévisions maintient la même date ? C'est absurde, on tourne en rond. Même le CSA a demandé à France 2 de changer la date. Donc ce débat n'a pas lieu d'être. Vous pointez le risque. Il y a un risque, bien sûr. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon n'est pas le seul à le pointer. Le CSA, M. Macron, les autres candidats, M. Fillon, tous. Donc, là, je ne comprends pas pourquoi France 2 s'entête. Mais en même temps, c'est le problème de France 2. Voilà, il y a eu donc débat ça veut dire TF1. Il y aura sans doute débat, mais il n'ira pas. Il y aura une chaise vide. Ah, moi, je ne sais pas s'il y aura un débat, parce que si France 2 ne fait pas l'effort de comprendre ce que lui dit le CSA et les candidats, au final, je ne vois pas bien l'intérêt. Enfin, comment dire, je comprends. Ils font de la communication, ils font un rapport de force, ils jouent des muscles. Mais au final... Vous craignez le débat qui aura lieu la semaine prochaine avec les 11 candidats ? Ça va être compliqué, ça va être dur. On dit que Benoît Hamon a l'intention de taper fort sur Jean-Luc Mélenchon. Il aurait tort de faire ça, Benoît Hamon. Ça ne lui a pas profité cette semaine de taper fort contre Jean-Luc Mélenchon. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le voit bien, il incarne quelque chose de profond dans la société française, cette lutte pour l'éthique politique, le contrôle citoyen, pour la 6e République. Les problèmes du PS, elles ne sont pas dus à Benoît Hamon, elles sont dus au fait que les partis de la 5e République chutent avec la 5e République. Donc là, le problème, c'est que si Benoît Hamon prend Jean-Luc Mélenchon comme adversaire, dans le fond, il se pose en diviseur du camp de la 6e République. Mais Raquel Garrido, est-ce que vous demandez solennellement ce matin à Benoît Hamon de se retirer de la course à la présidentielle, puisque la dynamique est du côté de Jean-Luc Mélenchon? Non, on a décidé de ne pas lui demander formellement parce qu'il nous semble que c'est un peu arrogant et que ce n'est pas à nous de le faire. C'est-à-dire que si la question du retrait de Benoît Hamon se pose, c'est quelque chose qui doit se poser d'abord au sein de la famille PS. Voilà, c'est leur... Mais sincèrement, tout ça, vous y croyez? C'est encore possible? Vous ne le ferez pas, mais vous le souhaitez. Évidemment. Non, mais de toute façon, ça va de soi qu'il y a un mouvement dans la société qui met derrière et en position marginale les partis de la 5e République, le PS et les Républicains. Il y a un nouveau monde qui se construit, qui s'édifie, c'est celui de la 6e République. Alors maintenant, chacun, dans cet entre-deux, doit se positionner pour savoir où il se met. Et est-ce qu'il se met en défense et en recomposition, rénovation de l'ancien régime, ce qui pour moi, c'est un effort vain, ou alors il vient dans le mouvement pour la 6e République. Je pense qu'il y a beaucoup de socialistes qui, sincèrement, aujourd'hui, ont envie de venir dans ce mouvement pour la 6e République. Mais ils sont bienvenus. Ce mouvement pour la 6e République, franchement, Raquel Garrido, vous savez très bien que ce n'est pas quand même la préoccupation majeure des Français. Ils sont préoccupés d'abord par l'emploi, l'immigration, l'insécurité, la 6e République avec une assemblée constituante. Bon, c'est encore un peu de la science-fiction. Pas du tout. Et d'ailleurs, la campagne de Jean-Luc Mélenchon ne serait pas aussi forte si justement on n'avait pas tapé très juste sur la question de l'illégitimité des institutions. Mais une 6e République ne règle pas la question du chômage, ne règle pas la question de l'insécurité. Si, parce que la raison pour laquelle il y a du chômage, c'est parce que les mauvaises décisions sont prises par les mauvaises personnes. Et le jour où vous aurez un système politique qui permette vraiment d'être représentatif, d'avoir une influence du peuple entre les élections, comme on le demande avec le droit de révoquer les élus entre les élections, ce jour-là, il y aura des politiques qui seront faites pour les travailleurs, pour les gens qui sont au chômage, pour les gens qui ont besoin de préserver l'écosystème et ainsi de suite. Vous voyez, tout est lié. L'Assemblée constituante avant la Première République n'avait pas duré longtemps quand même, hein, donc bon. On attendra de voir ce que ça peut donner avec Jean-Luc Mélenchon. Que vous soyez une défenseur de la 5e République, c'est bien votre droit. Hein, vous êtes là, on est là à Public Sénat ce matin, on est bien dans un des cadres où l'ancien régime se défend. D'ailleurs, dans notre programme, il n'y a même plus de Sénat. Donc je comprends bien qu'ici, ça tremble. Mais la réalité, c'est que... Vous savez que cette chaîne n'est pas la voix du Sénat. Hein, c'est une chaîne indépendante éditorialement. Je plaisante. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une aspiration profonde dans la société, je crois, à changer. Alors, que la France soit aujourd'hui, tout de suite, là, déjà en train de travailler sur ces principes constitutionnels nouveaux. Faut-il une règle verte? Faut-il le vote à 16 ans? Faut-il prendre en compte le vote blanc et nul dans le suffrage exprimé? Tout un tas de choses. Je vous l'accorde qu'on n'est pas tout de suite déjà
forcément en train de travailler. Mais c'est justement la vocation de notre campagne. Parce que le constat de la chute de la Ve République, c'est pas tout. C'est pas le tout. Ça génère du chaos, ça génère de la tension, ça génère de la violence même. Donc il faut créer ce cadre fraternel, patriotique, c'est-à-dire que ce qu'on dit, il faut refonder le peuple, vous dire, madame, vous êtes française comme moi, nous allons faire un peuple ensemble avec la Constitution. Vous nous avez dit que Jean-Luc Mélenchon ne demanderait pas solennellement à Benoît Hamon de se retirer. Alors, qu'est-ce que va être la recomposition politique après l'élection présidentielle? À quoi aspirez-vous? Quel rôle peut jouer Jean-Luc Mélenchon? Il veut incarner l'opposition, que ce soit un Macron qui gagne, que ce soit un Fillon qui remporte la présidentielle? Alors, votre question, elle est très bien, parce que vous utilisez ce terme de recomposition. Moi, je pense que ce n'est pas possible de recomposer les partis de la Ve République. Voilà. De la même façon que ce n'est pas possible de réviser la Constitution de la Ve République et qu'il faut partir à zéro et refaire une nouvelle Constitution, de la même façon, la nouvelle ère démocratique, elle va amener des nouveaux instruments politiques. Et je pense qu'il va y avoir un phénomène de balayage de tous les instruments politiques de la Ve République. Donc le but de Jean-Luc Mélenchon, c'est quoi? Être leader de l'opposition, d'une opposition éventuelle d'un Emmanuel Macron gagnant l'élection présidentielle? Jean-Luc Mélenchon a été très clair depuis le début qu'il a lancé sa campagne. Son objectif, c'est une tâche historique, c'est de nous permettre, nous les Français, de faire notre constituante pour la 6e République. Il a même dit que lorsque nous aurons abouti nos travaux, il rentrerait chez lui. Donc son objectif, il est de portée historique, d'envergure historique. Je pense que tout le monde l'a compris, non? Et on n'est pas là dans la petite course des petits chevaux de la 5e République. L'objectif de Jean-Luc Mélenchon, c'est de gagner l'élection présidentielle? Évidemment, parce que c'est la façon... Il peut gagner l'élection présidentielle? Bien sûr qu'il peut gagner. On entendait François Fillon tout à l'heure dire qu'il gagnera l'élection présidentielle. Pouvez-vous nous dire c'est moins logique aujourd'hui parce que Jean-Luc Mélenchon gagnera cette élection? Oui, je pense qu'il peut gagner parce que notre cible n'a jamais été de recomposer la petite famille de gauche ou de la réparer ou de faire une session de thérapie familiale. Ça n'a jamais été ça, notre idée. Ça a été de parler aux dégoûtés de la politique, à ces millions de personnes qui s'abstiennent, qui veulent voter blanc. Nous sommes les seuls à leur parler, à donner crédit à leur raisonnement qui est de dire « Je comprends que tu es allé voter 1 fois, 2 fois, 3 fois, les gens te trahissent systématiquement, donc tu ne vas plus voter. Donc, prends le pouvoir ». Organise le droit de révoquer les élus entre les élections. Pardon, nous sommes les seuls à dire cela. Même Macron, tout le monde, les soi-disant qui Emmanuel Macron, sont d'ailleurs, vous l'égratignez pas beaucoup, Emmanuel Macron. Il n'y a pas un axe entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron? Non, mais là, je vous dis d'ailleurs que je souligne, c'est moi qui soulignais que Emmanuel Macron était pour la Ve République. Il est contre le droit de révoquer les élus. Et il a d'ailleurs vous l'appelleriez Emmanuel Hollande, comme l'a fait François Fillon? Je pense que c'est l'héritier, je l'ai toujours dit, pour moi, c'est l'héritier naturel de François Hollande. C'est c'est le même petit groupe au sein de l'État. C'est Jean-Pierre Jouyet qui l'a recruté, lequel Jean-Pierre Jouyet l'a mis entre les mains d'Attali. Jean-Pierre Jouyet, secrétaire général de l'Élysée. Voilà, et qui avant, mais à l'époque où il embauche, entre guillemets, Macron, il n'est pas secrétaire général de l'Élysée, il est encore à l'inspection des finances. Et ce sont les oligarques insubmersibles. Jouyet, Attali, là, ils ne font pas campagne. Mais eux, leur objectif, c'est d'être encore aux manettes de l'État, comme il était sous Sarkozy, comme il était sous Hollande. Il accéder au 2e tour et donc devenir président. Il demanderait à Benoît Hamon de se rallier à lui. Est-ce que ce n'est pas une candidature de témoignage, Jean-Luc Mélenchon? Pourquoi vous voulez à ce point parler de Benoît Hamon? Mais je pense vraiment qu'il ne s'agit pas d'une question de personne. Je vous demande de comprendre les phénomènes historiques. Le Parti socialiste est dans une crise qui est semblable à celle des Républicains. Elle ne se révèle pas de la même façon parce que les Républicains, c'était autour des affaires. Mais il y a là quelque chose qu'il faut comprendre, un processus historique. Et notre problème n'est pas de le commenter ou de le déplorer. Notre problème, c'est d'édifier pour pas que s'installe le chaos. On a bien compris. Raquel Garrido, qui est avocate, ça se voit, porte-parole de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon est notre invité ce matin. On a parlé dans la première partie de cette matinale avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale d'Outre-mer. Vous étiez là, vous avez assisté à ça de la salle du maquillage. Des excuses de la ministre Erika Barrest en Guyane. C'est totalement inédit sous la Ve République. Est-ce qu'elle a eu raison de s'excuser? Oui. D'ailleurs, à l'époque où... Oui, mitigé. Non, mais ce que je veux dire, c'est que bien sûr que c'est mieux de reconnaître des erreurs que de s'enfoncer, de s'entêter dans le déni. Le déni, c'est quand même une marque de fabrique typique des élus de la Ve République. Pour revenir à ma Ve République, la marque, c'est l'impunité. Donc, c'est je n'ai rien fait, tout va bien, circuler. Donc là, il y a quelque chose de culturellement différent dans le fait de demander des excuses. C'est évident. Après, c'est un peu tard. C'est-à-dire, on a envie de dire, mais il fallait y penser avant, il fallait agir avant. Pendant ce temps-là, les gens n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité, n'ont pas d'école, n'ont pas d'hôpitaux. Ce sont des vrais gens qui souffrent. Bon, donc à un moment donné, les excuses, c'est pas vrai qu'en politique, faut avouer à demi pardonner. Faut avouer est encore plus sanctionné. Donc les négociations vont reprendre. Il faut donner des chèques pour calmer. En Guyane, vous voulez dire des chèques? Oui, signer les chèques du gouvernement
De toute façon, il y a des choses à financer, bien sûr qu'il faut les financer, Mais la Guyane est un pays qui a des richesses, donc il y a aussi des questions de... la Guyane, elle pourrait être... de sécurité. Oui, non, mais c'est un coût. Mais la Guyane, elle pourrait avoir une économie d'autonomie. Elle pourrait être autonome. Mais c'est pas obligé que la Guyane soit une économie de comptoir. Voilà, ça c'est un regard colonial sur cette zone du pays, de notre pays. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de richesses. La plus grande frontière, je vais dire, de France, c'est là-bas avec le Brésil. C'est un pays d'Amérique du Sud qui est idéalement positionné au niveau de l'équateur et des tropiques. Donc, franchement, si on avait une autre attitude vis-à-vis de la Guyane s'en sortirait très bien. Raquel Garrido, les prisons d'Île-de-France sont saturées. La directrice de la maison d'arrêt de Villepinte pousse un cri d'alarme. Que préconisez-vous avec Jean-Luc Mélenchon, s'il était président? Continuer la politique d'un Jean-Jacques Urvoas qui dit oui, on a un retard, il faut construire des prisons, ou celle de Christiane Taubira qui dit alternative toute à l'emprisonnement? Écoutez, la situation des prisons, elle est effectivement indigne d'un pays riche. Nous avons été maintes fois sanctionnés par les différentes autorités de droits de l'homme sur l'indignité de... Non mais Jean-Luc Mélenchon, président, il construit des prisons? Voilà. Non, nous n'avons pas prévu de programme de construction de prisons pour plein de raisons. Mais l'une, par exemple, qui est assez facile à comprendre, c'est que dans la mesure où notre politique pénale ne vise pas les mêmes personnes, par exemple, nous faisons la lutte contre la délinquance en col blanc. Voilà, ça c'est une priorité. La délinquance fiscale, ce qu'on appelle l'optimisation et ainsi de suite. Et puis il y a des délits qui ne sont plus des délits. Il y a une dépénalisation, par exemple, de l'usage du cannabis. Donc vous avez un changement aussi de population carcérale. Mais il n'empêche qu'il faut, par contre, on met de l'argent sur les murs parce qu'il faut rénover les prisons quand même. On n'en construit pas nouvelles, mais il faut quand même rénover les prisons actuelles. Les élus du Congrès américain s'inquiètent des interférences russes dans la campagne présidentielle. Êtes-vous inquiet pour le déroulement de la campagne française? Non, je ne suis pas inquiète. Je pense que, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur le fonctionnement de la Ve République, je pense que nous sommes les coupables de nos propres maux. Oui. L'oligarchie française n'a besoin d'aucune autre oligarchie du monde pour avoir des comportements qui ne sont pas vertueux, qui captent les richesses et le pouvoir. Donc notre problème à nous les Français, c'est d'abolir cette oligarchie française et mettre à la place une république, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Est-ce qu'on verra une poignée de main entre Jean-Luc Mélenchon et Vladimir Poutine? Bien sûr que non. Bien sûr que non, mais merci de poser cette question. Elle permet de clarifier encore une fois. Faut-il clarifier encore une fois? Il faut dire. Quelqu'un me rappelait qu'en 2012, Jean-Luc Mélenchon avait dit de Poutine que c'était un dictateur en herbe. Et pourtant, il y a encore des gens qui pensent que je sais pas, qu'on est poutinien, alors que pas du tout.